Merci à Sarah Cissé pour toutes ces informations. Comme elle l'a si bien annoncé, nous avons le plaisir de recevoir ce soir le professeur Seydou Bokoum. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes vice-président et secrétaire scientifique du laboratoire de recherche monétaire, l'AREM, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est quoi le LAREM? Ok, le LAREM, c'est le laboratoire de recherche monétaire de l'université Cheikh Anta Diop. Et c'est une école doctorale qui forme des docteurs en économie et des masters en économie, sous la houlette du professeur Seydi Ababacar Dia, qui est le responsable du CAMES. Le professeur Dia, ouais. Que nous saluons au passage. Alors, professeur Bokoum, ce 11 juin est à marquer d'une pierre blanche au Sénégal avec l'avènement de notre pays dans le secteur restreint des pays producteurs de pétrole. En effet, Woodside, l'opérateur australien majoritaire donc dans le champ offshore de Sangomar, a annoncé la production du premier baril de pétrole. Votre réaction? Ok, je dirais que vraiment c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose de bien pour le pays. Et surtout, je dirais félicitations au peuple sénégalais. Parce que beaucoup de personnes se sont battues pour que vraiment qu'on arrive là. Ouais. Et surtout, j'ai félicité une personne que personne ne connaît pas encore, le nouveau directeur général de Petrosen, Alun Gueye. Une personne que j'ai connue, avec qui j'ai travaillé aux États-Unis. Et qui a travaillé sur ce dossier depuis 2016, pour vous dire. Depuis 2016, il travaille sur le pétrole. Donc, Alun, vraiment, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Et vraiment, je lui dis félicitations parce qu'au moins, ses efforts sont vraiment récompensés aujourd'hui. Alors, comment faire pour que cet or noir profite à la population, au peuple sénégalais? Inch'Allah, ça va profiter au peuple sénégalais. Parce que je pense que le casting qu'on a à Petrosen, c'est un bon casting. Parce que le gars qu'on a mis à la tête de Petrosen, Alun Gueye, parce qu'on est bon, je dirais qu'on a fait la même université aux États-Unis, on a eu le même MBA, et c'est un gars qui s'y connaît, et c'est un gars vraiment qui va faire tout pour que le Sénégal en profite. Alors, est-ce que ça va aider à baisser les prix? Parce qu'on va parler là des prix des denrées de première nécessité. Normal. Avec plus de subventions ou alors il y a une autre approche, professeur. Certains préconisent que l'État encore baisse la TVA sur les prix. Mais il n'y a pas de TVA sur les prix. Il n'y a pas de TVA sur les denrées de première nécessité au Sénégal. Il n'y a pas de taxe. Il n'y a plus de taxe. Il n'y a pas de taxe. Je ne sais pas où vient cette démarche. Il n'y a pas de TVA. Tous ces sont détaxés. Il n'y a pas de TVA sur les denrées de première nécessité dans ce pays. Donc le problème c'est quoi? Quelle politique le gouvernement va faire? Et pour moi, je parle en tant qu'économiste. Parce qu'il y a deux façons d'aborder la question. C'est qu'est-ce qu'on va faire? Diminuer les prix ou augmenter le pouvoir d'achat? Tout le monde se consacre sur quoi? C'est vrai. La diminution des prix. Mais personne ne se pose la question de quoi? L'augmentation du pouvoir d'achat. Et je pense que, si je ne me trompe pas, le gouvernement est en train de prendre la deuxième option. Augmenter le pouvoir d'achat. Augmentation du pouvoir d'achat. Et qui on va augmenter le pouvoir d'achat? La majorité. Et qui est la majorité? Mais ce sont les paysans. D'ailleurs, si on sort 50 francs du prix de riz, ça ne va pas t'affecter. Ce sera 50 fois 50, 2500 pour un sac de riz. D'ailleurs, ça ne va pas t'affecter. Mais regarde, si on... C'est sur le pouvoir d'achat qu'il faut agir. Ah, merci. Et regarde maintenant. La politique du gouvernement, ils sont en train d'agir sur le pouvoir d'achat sans pourtant que les Sénégalais ne le voient. Et je pense que le gouvernement est en train de faire un travail excellent sur ça. Quelle est la majorité de la population? Les paysans. 70% de la population sénégalaise sont des paysans. Quel est le problème des paysans? L'engrais. Le gouvernement a diminué l'engrais. L'accès à l'engrais. Le gouvernement a donné l'accès à l'engrais. Quel est le troisième problème des paysans? Les semences. Ils ont accès aux semences. Quel problème ils auront? Quand la culture se fera, comment faire pour vendre à bon prix? À des prix compétitifs. Oui. Je vais te donner un exemple. Les 50 francs qu'on devait diminuer sur
sur le riz. Sur le kilo du sur le riz. Oui. Si on l'augmentait sur le prix de l'arachide, qui va passer de 280 à 370, disons une augmentation de 20%. Mais un paysan qui gagnait 1 million va gagner 1 200 000. Il a 200 000 francs de plus de pouvoir d'achat. Donc le gouvernement est en train de travailler sur ça. Mais les gens, ils regardent que d'un côté, alors que le gouvernement, en ce moment, je parle en tant qu'économiste. Parce qu'il y a deux aspects. L'aspect politique, moi, je n'en parle pas. Mais sur le plan économique, le gouvernement est en train de... Mais souvent, on a en corrélation, quand le pouvoir d'achat augmente, les produits ont aussi tendance à flamber les prix. La loi de l'offre et de la demande, ce n'est pas vérifié. Parce que les produits sont exportés. Les produits sont exportés. Donc, ce ne sera pas la loi de l'offre et de la demande. Les produits ne sont pas produits ici. Il ne faut pas qu'on rentre dans ça. Moi, je me dis que ce que le gouvernement est en train de faire, s'il augmente le pouvoir d'achat des Sénégalais, mais il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on dit en Wolof? Bunjek serré, il y a le se pose antenne. Bunjek serré, il y a le se pose antenne. Donc c'est vraiment pour vous le levier à actionner. Mais c'est le levier qu'il faut actionner. Le levier qu'il faut actionner, c'est le pouvoir d'achat. Et la majorité des gens sont des paysans. Donc, si le pouvoir fait que le pouvoir d'achat des paysans augmente, mais le pouvoir est en train de diminuer les prix. Alors, on veut parler de beaucoup de choses avec vous. On va parler par exemple de l'eurobond. Avec les 450 milliards levés par le Sénégal. Comment est-ce que vous l'analysez? Parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Selon vous? Vous savez, ce que j'adore dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. L'eurobond, c'est quelque chose de naturel pour un gouvernement. Vous savez ce qu'on appelle ça en économie, dans le jargon? L'effet de levier. C'est l'effet de levier. C'est quoi? Il y a une dette. Le Sénégal avait pris des eurobonds en 2018. Le Sénégal ne va pas prendre son argent pour payer la dette. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va emprunter encore pour payer la dette. C'est l'effet de levier. Tous les pays du monde le font. Toutes les grandes entreprises au monde utilisent l'effet de levier. Donc, pourquoi pas le gouvernement ne va pas utiliser l'effet de levier? Tu empruntes pour payer une dette. Et pourquoi le taux a également changé? Ça voilà. Et polémique, et les gens, ils ne comprennent pas. D'ailleurs, en 2021, combien tu as acheté un poulet? 2500. Dis-moi. Je ne sais pas, c'est madame qui s'occupe. Mais le poulet était à 2500, 3000 francs. Environ. Aujourd'hui, le poulet est à combien? À 4000. Pourquoi? Parce que le prix du poulet a augmenté. Et donc, s'ils prennent des eurobonds à 5% en 2021, ils prennent des eurobonds à 7%. Et les gens ne savent pas aussi. En 2021, c'était des eurobonds. Ici, ce sont des euro-dollar bonds. Il y a une grande différence. Ce sont les deux. Hein? Ce sont les deux monnaies. Non, il y a plusieurs. Ça peut être du yen. Oui, mais comme vous dites, là, principalement, c'est euro et dollar. Dollar sont les principaux. Mais ça peut être yen, ça peut être livre sterling, ça peut être autre chose. Mais donc, en 2021, c'était des euro-bonds. Aujourd'hui, on est dans des euro-dollar bonds. Ce qui veut dire quoi? On a pris des bons dans le marché qui n'est pas le marché américain. Parce que si on avait pris dans le marché américain, c'était des Yankee bonds. Et pourquoi on prend des eurobonds? C'est plus flexible. C'est plus flexible pour payer la dette. Et tu n'es pas contrainte aux législations américaines. Donc, et c'est vraiment dans la loi de finances. Le nouveau gouvernement n'a rien à voir avec ça. C'était déjà prévu dans la loi de finances. Ce sont des mécanismes de finances. Alors, professeur, selon vous, faut-il sortir du franc CFA et créer une nouvelle monnaie? Moi, si j'étais le gouvernement, tout de suite. Je ne suis pas le gouvernement, mais si c'était moi, tout de suite. Vous l'auriez fait? Tout de suite. Je ne vais pas attendre. Pour deux raisons. Oui, expliquez-nous. Pour deux raisons. Oui. SWIFT est en train de se préparer 12 à 24 mois pour une monnaie numérique de banque centrale. Vous savez ce que ça veut dire, une monnaie numérique de banque centrale? Cela veut dire que cette monnaie va être numérisée et sera propriétaire de la banque centrale.
Et il y a 144 banques centrales à travers le monde qui travaillent. Déjà. Ouais. Donc, si on ne prend pas le train en marche maintenant, non, ouais. On risque de rater le train. Et, secondo, mais le Sénégal est devenu un pays très important, géopolitiquement très très important. Ouais. Pourquoi? Mais on a du gaz et du pétrole. Oui. Et on a quoi? La chose la plus importante au monde, la stabilité. C'est un pays stable. Avec quoi? Des organes vraiment stables. Ce pays-là est stable sur le plan économique. Ce pays-là est stable sur le plan des institutions. Et autre chose, mais les hommes pour le faire sont là. On a peur de quoi? Il y aura des problèmes, évidemment. Les Européens ont eu des problèmes pour faire l'euro. Les Américains ont des problèmes avec le dollar. Tout le monde se souvient des accords du Plaza de 1985, où il fallait faire une dévaluation de leur monnaie. Ils avaient des problèmes avec leur monnaie. Certes, si on va vers le CFA, il y aura des problèmes avec le CFA. Oui, mais autour de nous, ça n'encourage pas quand on voit qu'il y a des pays voisins qu'on va se garder de citer, mais qui sont dans de grosses difficultés. Ouais, mais vous savez, le problème c'est quoi? On peut toujours avoir notre monnaie et être dans un panier de monnaie au sein comment dirais-je, de l'UMOA. Comme l'éco par exemple? Ça, il ne faut même pas y parler. Ça, mais le Nigeria ne va jamais accepter. On en parle depuis 30 ans. Et les critères de convergence, on ne va pas y arriver. Ouais. Et je donne un exemple. Comme ça a été le cas... Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai eu la chance, en 2015, quand la Grèce faisait faillite. J'étais en 2015, quand la Grèce faisait défaut de paiement. La Grèce a fait défaut de paiement en 2015. J'étais à la banque centrale allemande, Bundesbank, et j'ai vu comment les Européens ont sauvé la Grèce. Comment ils ont sauvé la Grèce? C'est pour te dire que donc, toutes ces choses-là, mais nous savons comment le faire. Mais pourquoi on ne pourrait pas réaliser les critères de convergence comme ça a été le cas? Parce que les Européens même... Avec, oui, mais à l'époque, c'était avec Maastricht. Ouais. Comment est-ce que nous aussi, on pourrait faire pour respecter des critères de convergence? Je te donne un exemple. À l'image des critères de Maastricht. De tous les pays, critères de convergence de tous les pays européens. Il n'y a que l'Allemagne qui respecte les critères de convergence. Il n'y a que l'Allemagne qui a pu. Qui a pu respecter. La France ne respecte pas les critères de convergence. Alors, pourquoi on va nous parler de critères de convergence? Et vous savez une chose? Ces critères ne sont pas économiques. C'est ni une théorie économique, ni une théorie empirique. Elles sont politiques. Savez-vous qui a défini les critères? Roland Fabius. Ouais, à l'époque, quand il était premier ministre de Mitterrand. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement de Giscard d'Estaing avait laissé une dette comment dirais-je, de 50 milliards de francs. C'est 50 milliards de francs. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il sait qu'il a le déficit de 100 milliards de francs. Il se dit, oh, si je communique sur les 100 milliards, ça va poser problème. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faudrait communication. Comment faire communiquer? On va faire ratio. Déficit, PIB. Quand tu prends 3 000 milliards, 100 milliards, ça fait 3%. Il dit, ouais, le déficit est de 3%. Ça, déjà, avant la pilule, la Trinité, et les trois couleurs de la France. C'est plus même de la communication que de l'économie. C'est politique. Alors, à court terme, quel avenir pour le franc CFA? Si on sait que le 29 mai dernier, à l'Assemblée nationale en France, eh bien, le franc CFA s'est convoqué dans le débat avec la montée aussi de l'extrême droite. Oui, voilà. Quel avenir vous voyez à court terme? C'est fini, là. C'est fini, le franc CFA. C'est fini. C'est fini. Vous sonnez la mort? Non, mais les Français savent même. Et vous savez ce qui m'a fait rire, ce qu'a dit le responsable de la Banque de France. Tu sais ce qu'a dit le responsable de la Banque? Dites-nous. Il a dit que vraiment les Sénégalais, vous n'êtes pas sérieux. On vous a supporté jusqu'à maintenant, vous avez de
du pétrole et du gaz. Maintenant, vous voulez nous lâcher. À la limite, pour parler local, ils nous traitent de badolo. De badolo. Ils disent que les Sénégalais sont devenus badolo. C'est comme s'ils nous traitaient de... Alors, je ne peux pas ne pas vous interpeller sur une question qui nous concerne, nous journalistes. La question fiscale. Est-ce qu'il faut un régime fiscal spécial pour la presse? Quelle approche en tout cas pour régler l'éternel problème du modèle économique de la presse au Sénégal? Bon, moi je fais partie d'un courant littéraire, courant économique qui est vraiment bon, nouveau pour les Sénégalais, qu'on appelle les néo-chartelismes ou néo-chartelistes. Moi je ne crois pas aux impôts. Moi je ne crois pas aux taxes, je ne crois pas à la fiscalité. Moi, je crois à l'État, ce qu'on appelle MMT, Modern Monetary Theory. C'est une nouvelle approche économique qui a été développée par certains grands économistes, comme Stéphanie Kelton, Mosler, et surtout un grand Sénégalais, un très grand économiste sénégalais, Ndongo Samba Sylla. Donc, nous croyons au pouvoir de l'État et au pouvoir de la monnaie, et que c'est un instrument avec lequel l'État peut tout faire. Il suffit seulement de savoir comment vraiment le faire. Et surtout, ça vient avec quoi? Une monnaie digitale de banque centrale. Donc la monnaie peut être programmée. Et quand la monnaie est programmée, personne ne peut la détourner. Personne ne peut plus détourner. Personne ne peut plus trafiquer. Et personne ne peut dire ceci, ça m'appartient alors que ça ne vous appartient pas. Donc, moi, je crois à cette théorie. Moi, je suis contre tout ce qui est... Et vous savez, l'histoire comment dirais-je, des taxes, comment c'est arrivé? C'était seulement quand les États, ils allaient quelque part et gagnaient pour s'imposer, ils faisaient des taxes sur les autres. Et les taxes, ils les disaient, vous payez en monnaie. C'est ce qui a amené les taxes. Mais les taxes, ça ne doit pas exister pour moi. Ok. Alors, sous la pression de Pierre Da Silva, juste pour terminer, vous avez beaucoup parlé de monnaie numérique. Le nouveau régime a émis le souhait de développer l'économie numérique. Comment procéder très rapidement selon vous? C'est le seul levier de développement. Le digital est le seul levier de développement. Parce que les gens, ils font la différence entre digitalisation et digitalisation. Au Sénégal, on ne fait pas cette différence. La digitalisation, c'est la transformation digitale. C'est donner une chaîne de valeur qui est différente de la digitalisation. C'est prendre de l'analogue au digital. Et on est dans ce qu'on appelle la digitalisation. On n'est pas dans la digitalisation. Et je te donne un exemple pour que les gens puissent comprendre. Ce qui paye le plus au monde, ce qu'on appelle cyberphysique système. Aujourd'hui, la vendeuse de cacahuètes, elle utilise quoi? Orange Money pour... Oui, ou d'autres plateformes, oui. L'Orange Money va relier le monde virtuel au monde physique. Ce qu'on appelle cyberphysique système. Tout système qui ne incorpore pas le digital, tu ne vas pas t'en sortir. Et même nos grands-pères, éleveurs, s'ils n'intègrent pas ce système-là, ils ne vont pas y aller. Merci beaucoup, professeur. Merci de m'avoir invité. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur